Bonjour, merci d'être si nombreux. Je m'excuse auprès de ceux qui, la semaine dernière, n'auraient peut-être pas reçu à temps l'annonce du report du cours, parce qu'en fait, ça s'est décidé au niveau de l'administration du collège la veille. On a donc décidé que tous les cours qui avaient lieu jeudi dernier étaient annulés, parce que, ça paraissait extrêmement difficile pour les gens qui ne viennent pas à pied. Mais donc ce cours sera rattrapé en mai. On espère évidemment que ce sera le dernier cas où on aura à annuler. Voilà. Alors, j'ai donc annoncé ce sujet pour le début des cours. Ce sera probablement les 3 premiers cours. C'est la suite, en fait, de ce qu'on avait fait l'an dernier. Donc l'argenterie de prestige, en fait, c'est sur l'Asie centrale. L'année dernière, on avait donc étudié des thèmes qui ne sont pas homériques ni en rapport avec Alexandre. On va quand même être amené à faire des rappels. Ça, c'est le début du cours de l'année. Et ensuite, j'enchaînerai sur quelque chose qui n'est pas sans rapport avec ces problématiques de l'héritage hellénistique. Ce sera l'examen d'un certain nombre de cas de temples non bouddhiques. Bien. Donc, ce cours vient à la suite de ce que j'avais fait l'année dernière, puisque, donc, comme je viens de le dire, le sujet de l'argenterie centra-asiatique hellénisante n'était pas épuisé. Il y avait donc un certain nombre de thèmes qu'on n'avait pas encore vus. Et puis, même sur un certain nombre d'objets qu'on avait examinés, il y a eu en fait des avancées depuis l'an dernier, parce que c'est vraiment comme selon la définition de l'enseignement du collège, c'est la recherche en train de se faire. Et cette recherche, elle est donc à divers stades de finition. Alors voilà, donc déjà ici, je renvoie à la bibliographie, disons, principale de base, des articles dont j'ai été amené à parler, dont je vais être à nouveau amené à parler, les pionniers de l'étude de ce type d'argenterie, Weizmann, Denwood, Marchak, qui a jeté les bases vraiment de la méthodologie qu'on suit maintenant, et puis ce remarquable catalogue qui a fait littéralement exploser la documentation. Alors, pour ceux qui souhaitent noter les références, il suffira de se reporter au podcast. Toutes les images que je montre ici vont s'y trouver. Alors, recherche en train de se faire. Donc, c'est une recherche qui a été et est encore menée en collaboration avec Ankadan, laquelle, comme vous voyez, doit être co-créditée de tous les résultats. Il y a d'ailleurs certaines contributions qu'elle publiera sous son seul nom, sur lesquelles je n'interviens que de manière très limitée. Donc, elle représente dans notre recherche commune le versant classique, à la fois pour les textes et pour l'iconographie, et moi, disons plutôt le versant iranien et centra-asiatique. Alors, un certain nombre d'articles, donc, ont été déjà publiés, en français ou en anglais, et ce qui va paraître très rapidement, c'est celui-là, en français, sur le plat représentant le roman d'Alexandre, dont je parlerai dans un des cours prochains. Celui-ci aussi va paraître bientôt, sur un plat dionysiaque. Celui-là est disons, en phase finale de préparation. Et puis, donc, il y en aura d'autres. Alors, au stade où nous sommes maintenant parvenus, après 5 ans de travail en commun sur ce matériel, nous en arrivons à ne plus seulement réinterpréter des cas individuels, mais aussi à identifier des séries thématiques
ou des modalités particulières de réception de cette iconographie dans les milieux aristocratiques d'Asie centrale. Alors, ces milieux, politiquement, ethniquement, si on veut, c'était des milieux huns, lointains parents de nos huns d'Europe, et si je dis huns, c'est que c'est ainsi qu'ils se désignaient eux-mêmes. Même si les rapports, la nature exacte de leur rapport avec les huns d'Europe fait l'objet de discussions. Donc ces milieux étaient politiquement, correspondaient politiquement à une domination de diverses dynasties qui se définissaient comme des huns, mais par ailleurs, culturellement, ces milieux étaient iranisés à des degrés divers, mais on a toujours cette empreinte. Alors moi, j'insisterai surtout donc là, cette année sur la composante culturellement, parfois religieusement, littérairement iranienne de ce répertoire, en introduisant certaines nouvelles propositions d'interprétation par rapport à ce qu'on avait vu l'année dernière. Alors, nous avions l'année dernière distingué dans 4 catégories principales de sujets dits hellénisants. Quand je dis hellénisants, ça peut aussi comprendre des sujets gréco-romains. Les sujets dionysiaques, qui sont de loin la catégorie la plus nombreuse du répertoire. Est-ce que le micro... Est-ce que le micro marche? Bon, bah c'est l'essentiel. Des sujets tirés de tragédies grecques, des sujets homériques ou péri-homériques. Ce n'est pas forcément directement tiré de l'Iliade et de l'Odyssée, mais en rapport avec des héros homériques. Et enfin, les sujets liés à la figure d'Alexandre. Alors, du point de vue des supports, je rappelle que ces sujets, on les trouve surtout sur un type d'objet qu'on appelle les bols bactriens, bibactriens. Voilà, on en connaît actuellement une vingtaine. Cette photographie regroupe à peu près la moitié des exemplaires connus, et un simple coup d'œil vous permet de vous rendre compte que c'est extrêmement divers comme type de sujet, mais il y a certains principes communs de composition, d'abord de forme. Ce sont des petits bols qui font 16-20 cm de large, 6 cm de haut, en argent partiellement doré. Et ce sont des bols normalement sans pied. Bon, non, ça c'est pas vraiment un pied, donc c'est vraiment des coupes qui circulaient entre convives. Ce n'est pas des bols qu'on posait sur la table. Donc avec toujours un médaillon central qui parfois donne en fait la clé, et des scènes qui se déroulent autour. Alors, il n'y a pas seulement ce répertoire hellénisant n'est pas que sur des bols, on en a aussi sur d'autres catégories d'argenterie, des coupes sur pied, des pots et des aiguières. Alors, dans tous les cas, l'argent est vraiment le matériau dominant. On a quelques rares exemples en bronze et en or. Les exemples en or ont dû être plus nombreux, évidemment, mais l'or a été la première victime de la refonte, donc il y a un effet de perspective. Il y a certainement eu beaucoup plus d'exemplaires en or que ce qu'on a conservé maintenant. Alors, le terme bactrien est à prendre dans un sens, disons, assez conventionnel. La Bactriane, historiquement, donc, ça correspond à la partie nord de l'actuel Afghanistan. C'était le siège, l'assise principale
du royaume qui a succédé à la conquête d'Alexandre, le royaume dit gréco-bactrien. Et ensuite, la région continue à avoir un rôle vraiment fondamental, parce que c'est tout simplement la partie la plus fertile de l'Asie centrale. On trouve plutôt à partir du IIe siècle le nom de Tokarestan, mais c'est en gros la même région. Mais par ailleurs, on est amené à penser que certains de ces bols n'ont peut-être pas été produits en Bactriane même, mais dans des territoires politiquement contrôlés par des royaumes ou des empires qui avaient leur siège principal en Bactriane. C'est-à-dire, du côté du nord, la Sogdiane, le pays de Samarcande et Boukhara, et du côté du sud-est, le Gandhara, la région de Kaboul et le Gandhara. C'était au gré des déplacements de ces aristocraties qui étaient par définition mobiles, et donc des artisans, des artistes que ces aristocrates employaient et qui évidemment suivaient leur patron. Donc dans certains cas, par exemple, on voit que quand ces bols sont inscrits, ce n'est pas toujours dans la même langue. Parfois c'est en sogdien, parfois c'est en bactrien. Par ailleurs, il faut tout de suite préciser que alors, le répertoire de ces bols bactriens, bon, je viens de le dire, il est extrêmement varié. On n'a aucun cas de doublon. Il n'y a pas deux bols qui se répètent l'un l'autre. Et on est même, on hésite même à penser que certains bols seraient fabriqués par le même artiste. On n'est pas du tout, on n'a pas de raison particulière de penser qu'il y a des séries fabriquées par le même artiste. Alors que dans le cas de l'argenterie sassanide, on a des doublons. On a des plats qui ont fait des séries ou alors ont été copiés parfois même à plusieurs siècles de distance. Ici, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une très très grande diversité. Et bon, ce que nous avons actuellement, c'est une vingtaine d'exemplaires. Il faut savoir qu'avant la parution du catalogue en 2015 de la collection de l'émir du Koweït, on en connaissait seulement la moitié. Ça, c'est depuis 2015. Donc, on peut imaginer à quel point que le répertoire va encore s'enrichir. S'enrichir grâce à quoi ? Évidemment, grâce aux fouilles clandestines, et en tout premier lieu aux fouilles clandestines en Afghanistan. Nous devons donc assurer une veille, notamment sur Internet, les catalogues de vente, parce que de temps en temps, il y a des nouveaux exemplaires qui apparaissent. Alors, par ailleurs, donc, le répertoire est très varié, et une partie seulement de ces bols porte des sujets hellénisants, enfin grecs entre guillemets. Il y a des sujets qui ne sont pas particulièrement grecs, notamment dans le répertoire aristocratique. J'insiste pas là-dessus parce qu'on les avait vus en détail l'année dernière. Des scènes de chasse, des scènes qui montrent des rangées de personnages appartenant aux élites, et on voit très bien qu'on a mis en scène la diversité ethnique. De même, dans les scènes de chasse, il y a une volonté de faire chasser ensemble des gens, des aristocrates qui n'avaient pas la même origine. C'est vraiment une tendance assez nette qui oppose ce répertoire au répertoire iranien où là, tout est soumis à la domination du roi des rois, qui ne chasse jamais avec d'autres. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, pour les trois premières catégories de sujets hellénisants, c'est-à-dire les sujets dionysiaques, les sujets tirés de tragédies grecques et les sujets homériques, on va rappeler ce qui a été dit l'an dernier en prolongeant un peu. Et puis, dans les deux cours suivants, on va s'arrêter plus en détail sur la dernière catégorie, c'est-à-dire ce qui tourne autour de la figure d'Alexandre. Il s'agit en fait de trois objets qu'on n'avait pas abordés l'année dernière. Alors, les sujets dionysiaques, on en a beaucoup parlé l'année dernière.
Je reviens brièvement sur eux. C'est vraiment la catégorie dominante, ce qui évidemment est normal étant donné la nature, la fonction de ces objets qui servaient à boire. Ils sont pas spécifiques à ces répertoires d'Asie centrale. On les a également beaucoup en Iran sassanide et aussi au Gandhara. Ici, bon, un exemplaire particulièrement significatif, donc trouvé au Pendjab, probablement fabriqué peut-être on dit au Kaboulistan, bon, hein, avec Kubera, le Silène en fait, syncrétisé avec le dieu indien Kubera, le dieu des richesses, qui est un compagnon de Dionysos et qui boit. Alors on a souvent ça sur ce type d'image. Il boit une corne à boire et il s'appuie sur une peau d'animal qui est en fait une outre qui a gardé la forme de l'animal. Et ça, on l'a très souvent. Et puis, il a un ventre rebondi. Il vit d'une manière sympathique. Alors, on peut leur associer des sujets érotiques. Voilà, on a dans deux cas, par exemple. Bon, l'image n'est pas très nette, mais c'est un objet qui en fait a disparu. C'est l'enlèvement du jeune Ganymède par l'aigle de Zeus. Voilà, des sujets érotiques dont certains sont hétérosexuels et dont d'autres sont homosexuels. Et ces vases dionysiaques, on n'arrête pas d'en trouver. Alors, ici, une découverte relativement récente, qui a d'abord été publiée en Chine, dans les tombes princières de Datong, de la dynastie Wei, 5e siècle. C'est en fait c'est un moulage en feuilles d'or d'un bol qui devait être en argent et qui a dû, qu'on pense, fabriquer au Gandhara. Les collègues chinois ont correctement identifié les protagonistes comme Dionysos, ici, avec sa coupe, et également Héraclès, tenant également une coupe et qui est identifié par sa massue. Ils sont tous les deux montés dans un char, tiré par un silène, vous voyez, qui boit la corne à boire, là. C'est le thème grec connu de la compétition de boissons entre Héraclès et Dionysos, savoir lequel tiendra le mieux la boisson. Ça continuait à être populaire, à être importé, copié en Chine au 5e siècle. Donc ici, on a vraiment Dionysos, sous un type barbu, qui paraît typique disons, reproduire des modèles romains du IVe siècle, mais en général, Dionysos lui-même s'efface, et il laisse vraiment passer au premier plan son associé Silène, qui est au départ son précepteur dans la mythologie grecque. Alors, Silène doit ça. On ne sait pas très bien pourquoi finalement Dionysos a disparu. On voit bien que Silène, lui, doit sa fortune au fait qu'il s'est associé à des divinités locales. En Inde, à Kubera, le dieu protecteur des richesses, dieu gardien des temples, dieu protecteur des richesses. En Bactriane, en Sogdiane, l'image du Silène survit très tard, jusqu'à la conquête arabe, et presque toujours dans des scènes en rapport avec le paradis. Il est vraiment, il est la préfiguration des félicités paradisiaques, et à une communication au colloque qui s'est déroulé en partie ici, en partie au en partie au Louvre, la semaine dernière, dans le prolongement de l'exposition Ouzbékistan, Pavel Lourier a proposé l'idée selon laquelle il aurait en fait été connu localement tardivement, notamment en Sogdiane, sous un nom iranien qu'on retrouve très souvent, qui est Rew, qui veut dire tout simplement le dieu riche. Voilà. Il aurait été le dieu riche par excellence. Alors,
Autre catégorie du répertoire, donc après les scènes dionysiaques, ce sont les scènes tirées de tragédies grecques. Alors, on savait depuis longtemps, depuis l'article de Weizmann en 1943, qu'il y avait des scènes tirées des tragédies grecques. Le problème, c'est qu'il n'avait pas identifié les bonnes. Il pensait qu'il s'agissait de morceaux choisis de tragédies d'Euripide. Et en fait, c'est bien des tragédies grecques, mais l'exemple le plus convaincant que nous avons pu identifier, c'est Sophocle. C'est Édipe-Roi. C'est vraiment le cas emblématique de la représentation d'une tragédie grecque sur Sébole, parce qu'on se trouve dans la situation tout de même extrêmement problématique d'un bol qui, stylistiquement, doit être du 4e siècle. Mon micro n'est pas très bien fixé. D'un bol qui, stylistiquement, ne peut pas être antérieur au 4e, 5e siècle. Voilà. C'est bon ? Oui. Mais qui représente d'une manière très fidèle, bien qu'avec certains choix particuliers, le déroulement de la pièce de Sophocle, Oedipe-Roi. C'est Sophocle. C'est pas l'Édipe d'Euripide, c'est pas des commentaires, c'est la pièce de Sophocle. Alors, Anka, Dan et moi l'avons publié, c'est sorti très, très récemment dans le journal asiatique. Édipe et Jocaste sur un bol d'argent bactrien de l'Ermitage vers 350-500. Voilà. Je ne reviens pas en détail parce que j'en avais parlé l'année dernière. Toutes les scènes s'identifient très bien. Oedipe, le petit Édipe ici, abandonné dans le bois sacré de la déesse avec des bergers. Et puis ensuite, Édipe ayant grandi, qui croise à un carrefour son père Laios, dont il ne sait pas qu'il est son père. Et il y a un problème, il y a une querelle de conducteurs. Oedipe ne veut pas laisser passer, ou plutôt le cocher de Laios ne veut pas laisser passer Oedipe. Et donc Oedipe pose son pied pour imposer son passage, et puis la querelle dégénère, et à coups de bâton, il tient ici un bâton, il tue son père, sans savoir qu'il a tué son père. Et ici, la veuve, Jocaste, qui en fait est sa mère, qui verse une libation sur la tombe de son époux et se tourne vers la scène suivante où elle va se remarier. Avec qui ? Avec son fils, qui est en même temps l'assassin de son mari. Mais ni l'un ni l'autre ne le savent. Voilà, Jocaste et le jeune Édipe représentés nus dans une scène d'Hyménée. Et voilà le symbole du lit, n'est-ce pas ? Mais dans cette chambre, à la fin, Jocaste ayant la révélation de l'histoire par le berger qui avait été témoin de l'abandon et du meurtre de Laios, le berger ici, identifié par son bâton de berger, pose la main sur la tête de la femme, c'est un geste de mort. Il est le messager de mort. Et ayant compris la situation, elle va se pendre. Elle tient là son écharpe qui est enroulée autour de son cou. Voilà, elle va se pendre dans la chambre nuptiale. Et là, c'est un épisode qui n'est pas vraiment dans la pièce, mais qu'on peut identifier d'après le contexte. Un jeune roi lui fait ses adieux. C'est très probablement son frère Créon qui va célébrer les funérailles. Pendant qu'Oedipe s'étant crevé les yeux, ayant la révélation de l'horreur de son crime, maudit de la main droite Apollon, donc le soleil, qui a déterminé son destin, et tient de la main gauche l'arbre de la grotte où il avait été abandonné au début. Donc, ça correspond très exactement au dernier discours que tient Oedipe dans la pièce.
laissez-moi revenir dans la grotte où mes parents m'avaient laissé, dont je n'aurais jamais dû sortir, etc. Et donc le cycle est bouclé. Il n'y a aucun doute possible. Alors, bon, il semblerait que nos propositions ont été très généralement accueillies. En tout cas, nous n'avons encore actuellement reçu aucune objection. C'est l'exemple le plus problématique, parce que là, je vais être amené à en parler donc, maintenant, ça pose vraiment la question du mode d'accès qu'on pouvait avoir dans ces régions à cette littérature. Pour les autres sujets tragiques qui avaient été identifiés par Weizmann, en fait, notre recherche a plutôt abouti à des résultats négatifs. Il avait cru identifier un grand nombre de pièces d'Euripide réparties en fait sur 3 bols, et finalement, nous n'attribuons plus rien à Euripide. Nous réattribuons à l'Iliade, à d'autres récits. Alors, j'ai parlé aussi, après les sujets d'Unisiac et les tragédies grecques, j'ai évoqué les sujets homériques ou péri-homériques. Alors ça, c'est un répertoire important. Nous avons pu identifier 6 cas. Alors, voilà un sujet tiré de l'Iliade. Alors, je vous dis tout de suite, c'est une importation. On l'avait vu l'an dernier, ce n'est pas un objet fabriqué en Asie centrale, c'est un plat fabriqué vraisemblablement en Italie au milieu du 1er siècle avant notre ère, dans un milieu aristocratique. Nous avons proposé des candidats pour la famille qui aurait pu commanditer cela. Et c'est un épisode de la guerre de Troie. C'est le départ, c'est le moment où les Grecs sont immobilisés devant le temple d'Artémis à Aulis. La flotte est immobilisée par des vents contraires et ne peut pas appareiller pour Troie. Et l'oracle prévoit qu'il faut faire un sacrifice, et le sacrifice tombe sur Iphigénie, qu'on ne voit pas là, ou plutôt qu'on voit plus tard, dans le rôle qu'elle aura de prêtresse d'Artémis, quand elle aura été évacuée par la déesse en Tauride. Et bon, ici, les personnages se reconnaissent bien. Achille, qui agresse Agamemnon parce qu'il est le fiancé d'Iphigénie, et il n'accepte pas que ce soit elle qu'on sacrifie. Ménélas, Ulysse, qu'on reconnaît à son bonnet, Ulysse qui est ici avec son chapeau pointu, et les outils du sacrifice. Alors, cet objet donc a été importé. Alors vous me direz, bon, qu'est-ce qu'il... est-ce que ce n'est pas un intrus dans cet ensemble documentaire? Eh bien non, parce qu'il a été réapproprié. C'est-à-dire qu'il porte une inscription en bactrien qui date d'à peu près 270 et qui indique qu'il a été dédié dans un temple d'un dieu local par un gouverneur militaire local. Et l'hypothèse qui peut être faite sur la manière dont il est arrivé en Bactriane, c'est qu'il faisait partie du butin des armées du roi sassanide Shapur Ier quand il a fait les guerres contre Rome, et que dans l'armée de Shapur Ier, il y avait des représentants de la noblesse bactriane, et ça aurait donc été une part de butin. Alors, un autre sujet, donc ici c'est vrai, un sujet tiré de l'Iliade. En l'occurrence ici, il y a quand même un apport d'Euripide, parce que c'est l'Iliade plus la pièce d'Euripide, Iphigénie à Aulis. Alors ici, un sujet inspiré principalement de l'Iliade, élaboré
élaboré par les poètes alexandrins. Alors ici, on touche de plus près aux créations locales parce que c'est pas une importation, c'est une copie adaptée. C'est la copie d'un plat vraisemblablement fait à Alexandrie au 1er siècle avant Jésus-Christ. On a même fait l'hypothèse que ça pouvait sortir de l'entourage de Cléopâtre. Et ce plat a été copié en Bactriane ou peut-être au Gandhara à la fin du IIIe siècle. Il copiait fidèlement, mais avec certaines adaptations. Il représente les 3 grâces, donc symbole de la prospérité et du mariage, enfin plutôt c'est celle du milieu, Pacitea, qui est ici, qui est préparée pour le mariage et qu'on voit ici dans la chambre nuptiale, rejointe par son petit mari, qui après va prendre une forme plus adaptée, qui est Hypnos, le dieu du sommeil, tenant sa torche. Donc ça, c'est très fidèle. On n'a pas de modèle direct. Hein. Tout ça, c'est d'après des modèles que nous combinons. Mais nous ne connaissons pas de modèle alexandrin de ce plat. Et pourtant, certainement, il a existé. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans de la réappropriation sémantique avec... ah oui, je vais être amené à en parler un peu plus loin à propos des modalités de réception. Il se trouve que dans ce cas-là, c'était évidemment à l'origine un plat de mariage offert à l'occasion d'un mariage, et on voit que quand il a été inscrit en bactrien à la fin du IIIe siècle, c'est aussi pour un mariage. Donc on avait gardé le sens. Alors, ici on arrive à un plat qui est lui vraiment une fabrication locale, mais vraiment dans la série il doit venir assez tôt, hein. Sans doute sans doute du IVe siècle. Il doit venir assez tôt. Stylistiquement, il est vraiment encore proche des modèles grecs, sauf que ces modèles gréco-romains, on ne les a pas, sauf que pour certaines parties. J'en avais parlé à la fin du cours de l'an dernier. C'est la légende de Bellérophon. Voilà. Là où Weizmann reconnaissait 7 morceaux de pièces d'Euripide, en fait, nous reconnaissons un récit unique, c'est le récit de la vie du héros Bellérophon tel qu'il est raconté dans l'Iliade par son descendant, le roi des Lyciens, Sarpédon. Qu'on voit ici, il vient de naître. Alors, c'est donc Bellérophon sur Pégase, donc l'ascension au ciel, un épisode, la chasse contre la chimère avec un champion royal. La chimère est plutôt représentée comme un ours, alors que d'habitude elle tient plutôt du lion. Enfin, c'est la chimère. Et ici, bon, je n'insiste pas parce que tout ça on l'avait vu l'an dernier. Un épisode guerrier, Bellérophon qui préside à l'exécution de guerriers barbares. On va le voir, oui. Et la prospérité donc, du héros Bellérophon devenu gendre royal, gendre du roi de Lycie, et qui donc, à qui on amène des vases à vin et des plateaux chargés de fruits. Et puis Bellérophon, puni de son orgueil pour avoir voulu monter au ciel, se retrouve aveugle sur la terre à errer, guidé par sa fille Laodamie, mais en récompense de sa piété, Laodamie va enfanter un enfant de Zeus, qui est représenté ici par cet aigle. Cet enfant, c'est Sarpédon, et Sarpédon sera un des héros de la guerre de Troie. Alors, pour 3 autres plats, l'étude est en préparation. Voilà. Un sujet tiré de l'Odyssée, sur lequel je vais être amené à revenir, des épisodes de la vie d'Ulysse.
Ce sont des plats assez tardifs, hein, 6e siècle probablement. Il n'a été publié en fait qu'en russe au moment de la découverte, pas republié depuis. Je vais revenir là-dessus. Un autre, mieux connu car étudié par Marchak et republié à plusieurs reprises, c'est une aiguière trouvée en Chine, au Kansu, et qui représente des scènes impliquant Paris et Hélène. Donc là, ce sont des sujets, dans ce cas comme dans le précédent. Enfin, le précédent est donc tiré directement de l'Odyssée, et ici, c'est péri-homérique. C'est-à-dire que c'est les récits, ces récits ne sont pas directement dans l'Odyssée, mais c'est les récits qui avaient cours sur les héros de l'Odyssée, et d'Iliade et de l'Odyssée. Autre sujet homérique, un plat récemment trouvé au Tibet, à Doulan, publié comme Cassandre. Ici, vous voyez la jeune femme évanouie qui serait enlevée par Ajax lors de la prise de Troie. En fait, Ankadan propose de le réinterpréter comme le sacrifice d'Iphigénie, auquel le plat qu'on a vu tout à l'heure faisait aussi allusion. Donc tous ces objets, sauf le dernier, celui-là, ont été évoqués, présentés ou discutés au cours de l'an dernier. Donc nous pensons maintenant avoir identifié tous les sujets, mais pour certains, l'étude de ce qui se trouve en amont, c'est-à-dire l'identification précise des sources littéraires et des modèles iconographiques classiques, donc menés par Anka, est encore à affiner. Donc là, je vais m'en tenir à ma contribution propre, c'est-à-dire la réception. Comment est-ce que tout cela pouvait être compris, reçu, réadapté, éventuellement resémantisé dans le milieu culturellement iranien, centra-asiatique, qui acquérait ces objets ou qui les faisait faire. Alors, en fait, pour les thèmes homériques et péri-homériques, on a vraiment des cas de figure, on rencontre des cas de figure très divers, hein. Pour le plat d'Aulis, donc je dis, c'est une importation dédiée dans un temple local bactrien vers 270, et là, on n'a pas vraiment le moyen de savoir si cet objet, pour ceux qui l'avaient acquis, avait une autre valeur que celle d'un trophée militaire. Malgré tout, il y aurait peut-être un point de contact éventuel. C'est qu'il a été dédié dans un temple d'un dieu local, Manavag, qui est un dieu zoroastrien très compliqué, qu'on ne connaît en fait que par les monnaies. C'est un dieu très syncrétique, il a 4 bras. Bon, au départ, par son nom, c'est le dieu de la bonne pensée, un dieu zoroastrien important, un dieu lié à la révélation religieuse, mais on voit que ce dieu a acquis des significations multiples. Il est associé à la lune, vous voyez ici le croissant lunaire. Il a un casque grec, il est associé au bœuf. Bœuf et lune, ça marche souvent ensemble à cause de la forme des cornes. Donc il tient une arrière, voilà. Bon, et il est sur son trône, parce que par ailleurs, c'est le dieu qui reçoit les âmes au paradis. Bien. Alors, on pourrait éventuellement se dire que ça a fait tilt avec ce qu'il y avait sur le plat, parce que sur le plat, vous voyez, l'animal du sacrifice, c'est un taureau, et puis par ailleurs, tout cela se déroule devant le temple d'Artémis, qui est donc discrètement évoqué par la figure d'Iphigénie devenue sa déesse, sa prêtresse en tauride. Peut-être en fait c'est Artémis devant son temple. Donc Artémis, la lune, le taureau, ça aurait pu paraître approprié
pour dédier l'objet à cette divinité. Bon, on n'a pas la preuve. Par ailleurs, une chose curieuse, c'est que le thème du sacrifice d'Iphigénie a connu une fortune intéressante dans le milieu bactrien post-grec, et on ne sait pas très bien pourquoi. Voilà une peinture du site d'Alverzin Tepe, dans le sud de l'Ouzbékistan. Alors, il y a plusieurs vitrines à l'exposition Ouzbékistan au Louvre consacrées à ce site de d'Alverzin Tepe, mais pas cette peinture, qui en fait a été trouvée en petits fragments, et donc c'est une reconstitution graphique. Ce sont des épisodes liés à Iphigénie et à sa famille. Bon, Iphigénie se trouve être la nièce de Castor et Pollux. Vous avez ici Léda qui va être séduite par Zeus qui a pris la forme d'un cygne. Alors il reste sur cette peinture quelques traces de la queue du cygne et Léda ici qui caressait le cou du cygne. Ici, Castor et Pollux, donc engendrés par cette union, qui sont dans les bras de la nourrice. Et ici, ça a posé problème pendant longtemps, mais maintenant il semble que ça n'en pose plus. C'est la nièce des Dioscures, de Castor et Pollux, c'est-à-dire Iphigénie, fille de leur sœur Clytemnestre, qui est amenée au sacrifice, à Aulis, au moment du départ de l'armée achéenne pour Troie. Et voilà, c'est une adolescente qui est tenue au-dessus de la tête par un personnage qui est peut-être son père Agamemnon ou qui est peut-être le prêtre Calchas. Donc là, on a vraiment à nouveau. Là, ici, c'est une œuvre locale, c'est pas une œuvre d'importation, et c'est le sacrifice d'Iphigénie. Et à nouveau, sur ce plat qui vient d'être publié en Chine, si on a raison, si Enkadan a raison de le réinterpréter comme le sacrifice d'Iphigénie, vous voyez, la jeune fille pantelante avec les bras en l'air, exactement comme sur la peinture. Voilà, on voit que ce thème était populaire et on ne sait pas pourquoi. Bien. Alors, le cas du plat des grâces. Donc, j'ai dit la signification première, c'est une signification liée au mariage, les noces de Pacité et d'Hypnos. C'est raconté dans l'Iliade, parce qu'en fait, Hypnos, Hypnos est récompensé par Zeus pour avoir endormi Héra et lui permettre d'aller opérer ses entreprises de séduction. Et donc la récompense, c'est qu'il épouse la plus jeune des trois grâces. Bien, alors un public grec ou alexandrin pouvait immédiatement comprendre la scène. C'est plus problématique à la fin du IIIe siècle en Bactriane. Et pourtant, ce plat porte deux inscriptions, une en Pélévi, c'est simplement l'indication du poids, et une en bactrien qui nous dit « appartient à la femme de Brahmadad », 150 statères. Bien. Donc, il est offert en cadeau à une épouse par ce personnage qui s'appelle Brahmadad, qui, d'après son nom, est un Indien, et peut-être en fait un marchand, parce que ce type de composition de nom serait assez caractéristique de la caste des marchands. Donc le sens n'était pas perdu. C'était toujours un plat de mariage. Alors, vous constatez que Brahmadad, prudemment, n'a pas nommé sa femme, probablement au cas où il en aurait plusieurs à la suite. Ça peut resservir. Alors, dans le cas du plat de Bellérophon, j'ai dit, on est quand même vraiment près de l'art gréco-romain, même si on n'a pas de modèle, sauf pour le motif très fréquent de Bellérophon sur Pégase.
Mais il semblerait, il y a peut-être quand même de la couleur locale qui a été introduite. J'ai parlé ici donc de la scène. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une scène ici, voilà, une scène d'exécution où Bellérophon se tient ici, le jeune Bellérophon, devant Iobathès, le roi des Lyciens, et un bourreau tenant une massue va exécuter 2 prisonniers. Alors, il s'agit en fait Bellérophon a mené une guerre victorieuse pour le compte du roi des Lyciens contre 2 peuples barbares, les Solimes. Alors, le personnage est représenté comme typiquement un barbare avec les cheveux crépus, et les Amazones, une femme. Les deux, et donc, les chefs de ces peuples vont être exécutés, et en récompense, Bellérophon va recevoir en mariage Laodamie, la fille du roi Iobathès. Alors, dans cette scène, qui n'a pas du tout de parallèle dans l'art grec, pourrait avoir été, disons, influencé par des réalités plus locales. L'abattage à la massue, le sacrifice à la massue, c'est typique du sacrifice zoroastrien. Dans le sacrifice zoroastrien, on n'égorge pas la bête, on l'assomme pour lui infliger moins de souffrance. Et le geste fait à la fois par Bellérophon et Iobathès, avec ses 2 doigts levés légèrement courbés, nous avons fini par le comprendre dans un contexte plus large. Bon, voilà, un contexte déjà byzantin. Voilà Samson à qui on va crever les yeux, et ce geste ici, avec les doigts relevés comme ça veut dire la mise à mort, enfin la mise à mort ou le supplice. Bien. Mais, de manière très intéressante, et la massue et le geste du supplice se trouvent à Samarcande, sur la grande peinture dite des ambassadeurs, que vous avez tous déjà vue ou que vous allez aller voir à l'exposition Ouzbékistan du Louvre. Alors surtout, ne la ratez pas, parce que dans la partie principale de l'exposition, elle n'y est pas, par manque de place, elle a été mise au département des arts islamiques. Et la signalétique n'est pas très explicite. C'est-à-dire que si on ne sait pas que la peinture des ambassadeurs, dont voici une petite partie, est au département des arts islamiques, on n'a pas de moyen de le savoir. Plusieurs personnes m'ont dit, en fait, avoir visité l'exposition et avoir manqué cette peinture, qui en est quand même un clou. Alors, c'est une scène qui représente une procession sacrificielle d'animaux au moment du Nouvel An zoroastrien à Samarcande, et vous voyez, 2 des éléments du plat de Bellérophon s'y trouvent. Ces personnages sont des membres de la cour, certainement, qui portent les outils du sacrifice, les massues. Et regardez le geste. C'est le geste de mise à mort. C'est ce que nous avons exactement ici, la massue et la mise à mort. Donc, dans ce cas-là, voilà, on tient un indice d'une adaptation locale. Alors, il y a aussi, mais pour ça il faut être plus prudent, il est possible, enfin moi voilà, je suis en fait quasi persuadé que cette popularité, cet intérêt pris à la légende de Bellérophon, dont ce plat n'est pas l'exemple unique, puisqu'on a un autre plat, trouvé en Chine qui représente Bellérophon sur Pégase, et que par ailleurs, il est aussi représenté sous une forme très adaptée, devenue en fait le symbole de la constellation des Gémeaux, sur un plat sassanide. Donc Bellérophon plaisait bien à ce public. Or, on ne peut pas ne pas remarquer que la légende de Bellérophon présente plusieurs traits communs avec la légende d'un héros iranien du passé qui est très connu, qui est Keikawus, un des premiers rois d'Iran,
qui est un personnage en fait un peu ambigu. Il est, disons voilà, il est un peu borderline. Et donc c'est pas un héros total. Bien, il se trouve que Keikaus a tenté de monter au ciel, n'est-ce pas, par un moyen qui n'est en fait pas toujours décrit. Enfin, c'est quelque chose qui le fait monter au ciel. Plus tard, on va dire que c'est un chariot tiré par des aigles, mais ça s'est inspiré du roman d'Alexandre. Donc l'ascension au ciel, une ascension malheureuse, parce qu'il a été puni, il a été précipité sur la terre, comme Bellérophon. Bon, lui, il n'est pas devenu aveugle, mais enfin, il est retombé sur la terre. Bien. Dans la légende de Keikaus, il a un champion royal qui combat des monstres. C'est Rostam qui combat des dragons. Et ici, vous avez un champion royal qui combat la chimère. Toujours dans la légende de Keikaus, le champion royal en question, et parfois le roi lui-même, mène des combats contre les peuples barbares, qui sont les démons du Mazenderan. Et ici, vous avez une scène d'exécution de chefs barbares. Alors, si je dis « et par ailleurs », Keikaus va avoir un petit-fils qui va rétablir la gloire de la famille. Dans son cas, c'est son petit-fils Keikhosro qui lui succédera sur le trône. Dans le cas de Bellérophon, c'est le posthume, c'est Sarpédon qui deviendra un héros de la guerre de Troie. Ça fait quand même pas mal de points communs et surtout, curieusement, les scènes qui ont été sélectionnées sur ce plat pour représenter la riche légende de Bellérophon étaient celles qui pouvaient le mieux entrer en résonance avec la légende de Chaos. Alors, si je dis ça, c'est pas entièrement spéculatif, c'est que cette légende de Chaos, on la trouve représentée, alors bien sûr, plus tard dans la miniature persane, mais dès l'époque, dès avant l'islam, dans l'art sogdien, dans la peinture sogdienne. On a deux épisodes d'épopée à Penjikent qui mettent surtout Rostam en avant, mais il y a aussi la figure de Keikaus, et surtout, il semble être le héros principal d'un cycle de peinture qui décorait le palais des princes d'Ustrouchana, des rois d'Ustrouchana, dans un site qui s'appelle Sharistan. C'est tardif, c'est fin 8e siècle. Certains morceaux de cette composition, vous avez pu les voir à l'exposition Tadjikistan du musée Guimet il y a 2 ans. Alors, voilà l'ascension au ciel de Keikaus. Et il est dans un char tiré par des Pégases. Donc là, et en plus, bon, il y a des démons qui aident à pousser le char, bon, des démons asservis. Ces Pégases ne sont pas forcément dans les récits iraniens médiévaux, mais on les trouve ici. Et donc, on se dit, il semblerait qu'il y ait eu, en milieu culturel iranien, entre la figure de Keikaus et la figure de Bellérophon, peut-être une sorte de contamination mutuelle. Et ça ne s'arrête pas là, puisque on a une scène d'exécution des ennemis, n'est-ce pas, des ennemis barbares, les démons du Mazenderan, qui sont couchés par terre, certains qui attendent l'exécution devant le roi Keikaus. Et ça rappelle énormément, à quelques siècles d'intervalle, la scène de l'exécution des ennemis barbares de la Lycie, à laquelle préside Bellérophon. Excusez-moi, c'est pas très réactif. Voilà. Vous avez ici l'exécution des barbares avec le roi sur son trône, et vous avez la même chose. Alors voilà, donc, bon, c'est très hypothétique, mais c'est quand même tentant de penser que là, il y a pu y avoir une résonance, voilà, en milieu local. Alors, j'en viens maintenant
enfin, je vais commencer à aborder la question de deux autres plats, enfin deux autres vases, l'aiguillère de Guyuan et le pot de Bashkiri. Alors, il s'agit dans les deux cas d'exemplaires assez tardifs, sans doute 6e siècle. Voilà l'aiguillère de Guyuan et voilà le pot de Bashkiri. Dans les deux cas, une sélection étroite de personnages, en fait, ce sont des duos. Voilà, des duos de personnages qui réapparaissent. Ici, il y a 2 scènes, n'est-ce pas? Et là, il y en a 3, mais c'est aussi un duo. Donc, ouais, c'est un peu le... il y a vraiment des points communs dans les partis pris artistiques. Alors, sur cette aiguillère, Marchak, le premier qui l'avait publié, avait reconnu sur plusieurs scènes Paris et Hélène. Alors, ici, il avait reconnu donc Paris avec son chapeau de voyageur, accueillant Hélène qui descend du bateau. Paris a détourné un bateau pour amener Hélène à Troie. Et là, on ne voit pas le bateau, mais voilà, elle est en train de descendre du bateau. Ou plutôt en fait, elle y monte. Oui, en fait, elle y monte. Bien. Geste qui ne laisse pas de doute sur la nature de leur relation. Alors, il avait reconnu Paris ici. Lui, il pensait que c'était la scène du jugement avec la pomme remise à Aphrodite. Bon, alors, en fait, on pense maintenant que ce n'est pas vraiment ça, mais que c'est Paris. Et ici, il avait également reconnu Hélène. Il pensait que c'était les retrouvailles difficiles avec son mari Ménélas. Et en fait, Cadan a montré que dans tous les cas, en fait, c'est le couple maudit. C'est Hélène et Paris. Bon, j'insiste pas là-dessus parce que l'étude est en train d'être préparée, mais ce que je dirais, c'est que ici aussi, on peut s'interroger sur les raisons du choix de ces scènes pour un objet qui servait dans les banquets de ces aristocraties locales. Et je pense qu'en fait, c'est porteur d'une leçon morale. Ça n'est pas simplement parce que ça paraissait joli. Ça pouvait servir de point de départ à des discours moralisants. Ici, à mon avis, la morale, c'est « méfiez-vous des femmes ». On aurait donc Hélène représentée dans 3 épisodes successifs qui correspondent aux 3 insultes que la littérature grecque lui inflige, et ce depuis l'Agamemnon d'Échille. Hélène, elle est voleuse de navires, voleuse d'hommes et voleuse de villes. Et ce serait ça. Voilà. Alors, pour le public masculin des banquets où cet objet circulait, c'était une occasion de disserter sur la perfidie des femmes et les dangers qu'elle fait courir à l'État. Et je veux dire, ça, c'est pas seulement de la sémantique universelle, c'est de la sémantique iranienne. C'est-à-dire que dans la littérature persane, c'est très présent. Hein. Le rôle des femmes dans le livre des rois de Ferdowsi est assez souvent négatif. On a notamment le personnage de la reine Soudabé, entre autres choses, d'ailleurs, femme du Keikaous dont je viens de parler, qui cause des catastrophes en dénonçant son beau-fils qu'elle a voulu séduire et qui a résisté à ses avances. Et finalement, l'héritier du trône va périr tragiquement. C'est vraiment la femme perverse, ruine de l'État. Et puis, on a plus tard, à Samarcande, au XIIe siècle, un recueil de contes qu'on appelle le livre des 7 vizirs, autrement connu comme Senbad Nameh. Je vous en recommande la lecture parce que c'est bien traduit en français dans la collection UNESCO, collection UNESCO des œuvres représentatives, une traduction
par Bogdanovich avec, disons, une assez forte participation de Gilbert Lazare. Et le fil conducteur, tous les contes, c'est pareil, c'est l'histoire de la reine qui veut séduire son beau-fils et le beau-fils ne cède pas à ses avances. Mais alors la totalité des contes, c'est à propos de la perfidie des femmes, de leur infidélité, des dangers qu'elles font courir. Et c'était des thèmes vraiment bien répandus dans ce milieu aristocratique, car, par exemple, certains épisodes de vaudevillesques du Senbad-Nameh ont été illustrés à Penjikent dans les peintures au début du 8e siècle. Vous avez l'histoire de la femme qui a donné rendez-vous à 3 amants en même temps. Finalement, elle arrive à se débarrasser des 3 avant que le mari n'arrive, ou plutôt le mari est arrivé. Elle lui dit d'allumer un feu parce qu'il fait froid, et profitant du fait qu'il est en train de se chauffer, les amants sont exfiltrés. Et puis ici, c'est mal conservé, mais on voit une femme dans un lit qui fait un geste d'adieu, avec visiblement un soupirant qui va être surpris en fâcheuse position par le mari et qui est en train de s'enfuir. Donc c'est ce genre de récit édifiant circulait, et je pense pour ma part que c'est la raison pour laquelle ces épisodes ont été sélectionnés pour ce type d'objet. Bien, alors j'en ai terminé pour aujourd'hui et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.